Bienvenue à tous et à toutes. Douce France, une heure pour rencontrer et raconter la France dans toutes ses nuances. Écoute, respect, dialogue, enfin avec 3 millions de Français qui vivent dans nos départements et territoires d'outre-mer et qui font vivre la France dans 3 océans. Nos 12 départements et territoires sont une partie essentielle de notre pays. Le gouvernement dialoguera avec ces territoires en respectant leurs spécificités, leur culture, leur diversité et en entretenant des relations suivies avec leurs élus. Nous reprenons avec le ministre des Outre-mer, placé auprès de moi, le fil de la concertation avec les parlementaires et les élus locaux. Je présiderai dans cet esprit, durant le premier trimestre 2025, un comité interministériel des Outre-mer afin, avec les élus et les organisations professionnelles, de valoriser les ressources propres, agricoles, forestières, maritimes, énergétiques, au bénéfice direct, le plus direct de leurs habitants. Ensemble, je pense que nous devons aussi lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes dans ces territoires et dans des départements. C'était ce mardi devant la représentation nationale. Michel Barnier déroule son discours de politique générale et évoque rapidement ce qu'il présente comme un changement de méthode pour répondre à la situation critique des Outre-mer, notamment sur le coût de la vie. 15 ans après un premier mouvement d'ampleur contre la Profitación, porté entre autres par le LKP guadeloupéen d'Elido Mota, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Depuis le 1er septembre, les Martiniquais sont à nouveau dans la rue, manifestent et bloquent des centres commerciaux avec un mot d'ordre: stop à la vie chère, stop aux marges abusives. Sur l'île française des Antilles, les prix alimentaires sont en moyenne 40% plus élevés qu'en métropole. Parfois, les écarts de prix dépassent carrément les 100%. Pour répondre au mouvement, la collectivité territoriale de Martinique a annoncé supprimer pendant 3 ans l'octroi de mer, une taxe sur les biens importés, sur quelques 6000 produits de première nécessité. Insuffisant pour les locaux et pour le RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, qui tente de propager désormais la mobilisation en Guadeloupe et en Guyane. En Martinique, la pauvreté galope. 27% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et les dossiers de surendettement ont encore bondi de 18% depuis janvier. 95% des terres sont polluées au chlordécone, un pesticide qui fut largement répandu dans les plantations, mais pourtant déjà interdit en France hexagonale à cette époque. Conséquence, le taux de cancer de la prostate y est le plus élevé au monde. Une réalité économique, sociale et environnementale qui alimente un profond sentiment d'injustice au point de réveiller la violence d'une partie de la jeunesse de l'île. Quel est le mal qui ronge la Martinique? Comment lire ces enjeux de vie chère dans un archipel gangréné par la pauvreté et la fuite de ces jeunes? Suffira-t-il de supprimer l'octroi de mer pour régler la question ou faudra-t-il faire face aux raisons de cette colère? Comment va la Martinique? C'est le sommaire de Douce France. Venez, je vous emmène. Bonsoir Priscilla Ludowski. Bonsoir. Vous êtes militante à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes cofondatrice du CLSE, le collectif des luttes qui met en lumière les luttes sociales et environnementales justement en territoire ultramarin. Vous êtes co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. Ça a paru aux éditions Au Diable Vauvert en janvier dernier. Bienvenue à vous. Merci. Sylviane Larcher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, chargée de recherche au CNRS en sciences politiques, professeur associé en études de genre, sexualité et en Black Studies à la Northwestern University, c'est dans l'Illinois, près de Chicago. Vous avez publié L'autre citoyen, l'idéal républicain et les Antilles après l'esclavage, chez Armand Collin, c'était en 2014. Et vous avez co-dirigé Marianne est aussi noire, lutte occultée pour l'égalité. C'est à paraître au Seuil le 25 octobre prochain. Alors, on entendait, Priscilla Ludowski, une nouvelle méthode peut-être portée par Michel Barnier, un nouveau comité interministériel des Outre-mer. Est-ce que vous êtes confiante dans la capacité de ce nouveau gouvernement à traiter de la question des Outre-mer et notamment de la vie chère en Martinique? Alors, je ne sais pas si je commence à la Allez-y. première, mais est-ce que je suis confiante? Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais pas, c'est pas le terme que j'utiliserais d'abord
parce que je pense que dans les processus démocratiques, lorsqu'une voix s'exprime plus largement pour un mouvement qu'un autre, que c'est aussi ce mouvement qui devrait être représenté dans certaines sphères comme les ministères. Et là, c'est pas le cas, puisque si on met les pieds dans le plat, c'est un ministre de droite, et c'est pas ce qui a été voté massivement dans les Outre-mer. Donc je pense que ça dit aussi quelque chose de l'orientation politique que ça peut prendre après dans les décisions qui seront mises en œuvre. Ça, c'est la première chose. Après, pour autant, il peut y avoir des choses mises en place par des ministres de bords différents de ce qui a été voté majoritairement, qui pourraient aller dans le sens de l'intérêt général, mais jusque-là, la politique mise en place par Emmanuel Macron, que ce soit sur le premier ou le deuxième mandat, ne démontre pas qu'il y a une volonté de faire que les voix, on va dire pour faire court, ultramarines soient entendues avec les mobilisations qu'on a vues successives. Il y a eu évidemment en 2017 en Guyane, il y a eu 2018 à la Réunion, et puis il y a eu des mouvements intermédiaires plus courts de différents syndicats dans les différents territoires. Et puis là, on a cette mobilisation contre la vie chère à nouveau qui fait largement écho à ce qui s'est passé en 2009. Et du coup, ce qu'on entend, c'est que depuis, rien ne change dans les différents territoires. Et j'ai pas l'impression que la déclaration qui a été faite doive être prise, je dirais pas au sérieux, mais en tout cas avec confiance, parce que jusque-là, rien n'a été démontré dans ce sens. Siliane Larcher, effectivement, en 2009, la question de la vie chère était déjà au centre d'un grand mouvement de contestation aux Antilles. Diriez-vous que rien n'a changé depuis? Allô, vous m'entendez? On vous entend, on vous Oui, entend. oui, merci. Eh bien, peu de choses ont changé, depuis 2009, autour de cette question, et j'ai envie de dire que le problème de la vie chère, il a fédéré une coalition syndicale en Guadeloupe d'abord, puis en Martinique. Mais c'est une question qui est très ancienne, qu'on retrouve déjà, dans les années 1980. Donc ce problème qui cristallise la colère aujourd'hui, il est bien plus ancien que les mobilisations, spectaculaires qu'on a connues, ces dernières années. Et pour répondre à la question posée sur, la déclaration du nouveau premier ministre, j'ai envie de dire qu'elle est assez classique par rapport aux déclarations auxquelles on est habitué, quelle que soit l'étiquette politique des gouvernements, français. Le type de discours aussi qui est porté sur, les habitants, des Antilles françaises, de la Réunion, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie. Je nomme les territoires parce que la notion même d'outre-mer, Mmh. questionne le type de lien politique entre la France hexagonale et des territoires qui sont sous son administration, donc sous sa tutelle. Ce type de discours donne souvent l'impression quand on présente ces sociétés comme étant des atouts en termes géopolitiques, en termes d'accès à des ressources. Mais les habitants de ces sociétés, ce qu'ils vivent, dans leurs conditions socio-économiques, sont un peu mis à la marge des préoccupations centrales, malgré les discours d'affichage. Ce que vous nous dites, Sylvain Archet, c'est que finalement, on voit ces espaces comme des ressources qui permettent à la France, par exemple, d'être présente sur les 5 continents, d'avoir des façades, des fronts de mer, une dimension aussi géopolitique, mais que ces territoires sont des cailloux qui n'auraient pas d'habitants, c'est ça que vous voulez dire? Je ne suis Invisibilisés pas à en tout le train de dire moins? qu'ils n'ont qui j'ai pas envie je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas d'habitants. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est que dans ce type de discours, on a l'impression que les territoires, donc la dimension, géographique, géopolitique, heu, prend le dessus sur les réalités socio-économiques, historiques, qui font l'existence même des habitants des sociétés. J'ai envie de dire de façon un peu triviale, les territoires comptent, mais les habitants des territoires sont secondaires. Mmh. Alors justement, plongeons dans ce mouvement qui a démarré le
1er septembre dernier, les Martiniquais et Martiniquaises ont débuté des manifestations, des blocages contre la vie chère, parfois des émeutes aussi, florilèges de ce qui a pu se dire justement en Martinique par Vanessa Nadjar. Tout le monde parle de la vie chère en Martinique, en Guadeloupe. Là, je suis au Carrefour Market du François en Martinique. On va voir un peu les prix. Alors, premier truc choquant que je vois dans le rayon des 4K, c'est ça, les gars. 8,81 €, 13,55 € le kilo. Est-ce que toi, tu te vois acheter un beurre à 8,50 €? T'as envie de manger des œufs bio? 7,29 €. Nesquik, 7,65 €. Et si tu veux un truc local, parce qu'il faut consommer local, eh ben, c'est 12 balles. Voilà, mon gars. On prend le Nesquik parce que c'est moins cher, Bodo. Donc ici, si tu veux manger, prépare tes dineros. Il y a des trucs pas chers, mais quand même, on est quand même sur des prix vachement abusifs, quoi, tu vois. Et chez nous, il y a la spécificité des 40%. Moi qui suis dans le service public et qui ai le privilège de toucher 40% de plus sur mon salaire, qui est déjà pas mal, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Si on n'a pas de clients, c'est du chômage aussi, et c'est des Martiniquais aussi qui se retrouvent sans travail. Il faut négocier. J'espère que, pour une fois, qu'on sera entendu, mais de façon pérenne. Nous avons décidé d'aller là où se trouvent des centaines de travailleurs qui n'ont peut-être pas pu se libérer, mais qui sont concernés, qui perçoivent de bas salaires et qui, comme beaucoup d'habitants de ce pays, sont victimes de la vie chère. Donc nous sommes venus aujourd'hui à leur rencontre pour leur porter l'information et leur demander de rejoindre les centaines de travailleurs qui étaient mobilisés hier et qui vont continuer de se mobiliser. Manger, l'argent pour me manger, c'est ça nous commander. L'argent en prime de vie chère, c'est ça nous commander. Voilà pour ce florilège. Alors 22 € le pack de lessive, 11 € le pack d'eau, 10 € le gel douche, 7,15 € les 12 yaourts, 6 € le paquet de biscottes, 6,30 € les 5 endives. 6 € le paquet de papier toilette de marque distributeur. On a du mal à se figurer à quel point justement la vie est chère. On entendait dans ce petit sujet cette prime de vie chère de 40% qui, selon certains, entretient une spirale inflationniste. Priscilla Ludowski, pourquoi on en est arrivé à un tel niveau de vie chère en Martinique ? Mais j'ai envie de dire que on a des groupes qui s'installent qui sont aussi issus de familles qui sont initialement puissantes, familles descendantes d'esclavagistes et puis qu'on appelle les béquets aujourd'hui, qui s'installent et qui construisent depuis lors un empire et qui importent leurs produits là où encore avant l'arrivée de tels empires, il y a eu une gestion de l'espace agricole qui a préparé le terrain avec les monocultures de bananes, de cannes, et même de melons en Martinique. Donc il n'y avait plus d'autosuffisance, donc il a fallu importer. Alors, je pense que c'est organisé de telle sorte que ça devienne une sorte de dépendance qui soit mise en place. J'avais discuté pas mal avec des organisations cette année en Martinique et en Guadeloupe, où ils parlaient souvent de perfusion, notamment aussi vis-à-vis de l'Europe sur la question agricole, et de dire qu'en fait, il y a cette forte dépendance qui nuit justement à la création de sa propre autosuffisance et travailler sur les questions d'autonomie alimentaire. Donc oui, je pense qu'il y a un gros sujet qui peut pas... Les sujets sont liés. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas parler de vie chère sans parler de la gestion de l'espace agricole. Et que au-delà de ça, il y a aussi un autre sujet, c'est la question de l'exil des jeunes qui s'en vont parce que sur place, on n'a pas les cursus qui correspondent à ce qu'il pourrait y avoir comme métier nécessaire à la survie, entre guillemets, du territoire, qui doivent partir faire leurs études en hexagone, qui ensuite, certains ne peuvent pas retourner parce que quand on s'établit pour 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est difficile de retourner. Donc, c'est aussi laisser partir les forces vives en hexagone ou même en dehors. Il y en a qui partent aux États-Unis, au Canada, etc. Et donc, avoir à la fois cette forte dépendance sur cette question-là, voir les forces vives qui ont des idées, qui ont peut-être des propositions à faire pour faire grandir le territoire, en fait, on ne les a pas puisqu'ils s'en vont. Et je pense que cette question de vie chère, elle touche à beaucoup de sujets en réalité. Et que c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait cette mobilisation-là. Et que je pense qu'aujourd'hui, c'est important que cette mobilisation elle perdure jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des résultats. Sylviane Larcher, cette forme de perfusion, comme le disait Priscilla Ludowski, de l'Hexagone, de l'Europe,
alors que les Antilles et a fortiori la Martinique, pourraient très bien aussi imaginer, s'autonomiser, dans la Caraïbe ou avec les Amériques. Ça n'a pas été possible? Ça n'a pas été le choix politique qui a été fait? Alors, je vais réagir quand même, en répondant à votre question à plusieurs choses. Cette question, j'entends que donc est ciblé le problème des 40 de vie chère qui est une surprime, perçue par les fonctionnaires, les employés de la fonction publique, la question des départs, des jeunes. Enfin, il y a plusieurs choses qui se mélangent là. Heu, ce qu'il faut D'une part, ce qu'il faut comprendre là, alors ce qui a été dit par, Priscilla Ludowski concernant l'influence, des descendants des blancs créoles dans la grande distribution est une réalité, même si, à eux seuls, ils ne couvrent pas l'ensemble, des acteurs, qui jouent, enfin qui influencent les rapports entre importation-exportation en Martinique. Mais c'est un fait qu'ils occupent des positions monopolistiques dans la constitution même des prix. Ce qui se passe de ce que j'ai lu, je me suis un peu rapidement renseignée sur les chiffres de l'augmentation des prix ces dernières années depuis le Covid. L'augmentation des prix, dans l'alimentation et l'énergie, c'est-à-dire l'essence, a augmenté de plus de 100 sur certains produits. Donc là, la situation actuelle est aussi l'effet d'une exaspération, qui vient, qui vient s'accumuler à tout un ensemble déjà, de logiques, pesant sur, le pouvoir d'achat des Martiniquais. L'autre chose aussi qu'il faut quand même dire, quand vous me demandez si, quand vous posez le problème, de l'économie locale, donc de la part, d'autonomie, qui serait envisageable dans une situation comme celle-là, j'ai envie de dire dans un système pareil, heu, on va mettre les pieds dans le plat. Les Antilles françaises sont passées d'un statut colonial à un statut de département après la guerre en 1946, sans que, la question de la structuration de leur économie n'ait jamais été réellement, affrontée, sans que des politiques publiques permettant, une diversification des productions locales et puissent être, mises en œuvre. La situation actuelle aussi s'inscrit dans un ensemble d'effets, pour le coup, structurels, concernant la Martinique, et la Guadeloupe, la Martinique en particulier. C'est que jusqu'aux années 60, on avait encore, l bon, je vais le dire autrement, le début des années 60 coïncide avec l'effondrement du système des grandes plantations. 40 des salariés en Martinique et en Guadeloupe, à cette époque, étaient encore liés au monde agricole. L'économie tertiaire aujourd'hui représente 85 de l'activité salariée, privée en Mmh. Martinique, et l'emploi public représente, plus d'un quart, de l'emploi, de façon générale. Donc c'est énorme. Il y a pas d'économie de production autonome, Mmh. à partir en dessinant les choses comme ça à grands traits. L'agriculture représente peu. Et quand l'agriculture représente quelque chose, elle est centrée autour d'un certain type de monocultures qui sont soutenues par des subventions effectivement européennes, des subventions d'État, dans lesquelles on retrouve, des membres de ces groupes, donc des béquets, pour parler vite, mais il n'y a pas que les béquets. Et pour donner une idée aussi quand même de l'influence, même centrale, du caractère, enfin de l'influence centrale des membres du groupe, il faut savoir que 3 des personnes qui sont en position d'exploiter les terres agricoles, parmi lesquelles on les retrouve majoritairement, possèdent 40 heu,
3% des exploitants agricoles possèdent 40% des terres Mmh. agricoles martiniquaises. Mais Sylviane Donc, Larcher, pardon de vous couper, mais justement, cette question d'inégalité profonde, on le voit avec ces chiffres de l'INSEE, plus d'un Martiniquais sur 4 vit sous le seuil de pauvreté, 2 fois le taux de la France métropolitaine. Cette prime de vie chère dont bénéficient les salariés, bah, vous en avez donc une grande partie qui n'en bénéficie pas. Ces inégalités profondes, en fait, elles sont profondément ancrées et tout ceci vient justement sur les ruines, en fait, de ce système. oui, enfin, non seulement sur les ruines, mais j'ai envie de dire, est structuré, Mmh. est organisé autour d'une impossibilité de transformer de façon majeure Ouais. une ancienne économie coloniale vers une possibilité sur le plan économique en Martinique d'organiser une moins grande, une plus faible dépendance vis-à-vis de l'importation et des transferts publics Mmh. en la matière. Transferts publics qui, par contre, quand il s'agit des services publics, sont plus faibles. Toutes les études depuis une quinzaine d'années qui examinent l'investissement public en matière de santé, en matière de transport, en matière d'équipement public, tous ces transferts sont moindres dans les départements d'outre-mer que dans la France Mmh. hexagonale. Mais Donc il y a un désinvestissement de l'État dans ces territoires. sur ces postes d'investissement Mmh. et, une, et l'accroissement d'une dépendance économique à l'importation qui est reconfigurée à travers la capacité de transformation des membres d'une forme de plutocratie, on peut dire, qui transforme sa position dominante en fonction des secteurs aussi bien d'import-export que de l'agriculture et de la grande Ouais. distribution. Mais Priscilla Ludowski, vous qui avez été, en partie à l'origine du mouvement des gilets jaunes, je le rappelle, hein, vous habitez en Seine-et-Marne, vos parents sont, de Martinique, même si vous avez, grandi en région parisienne. Vous aviez lancé cette pétition qui avait donné lieu, à cette mobilisation. Ce qui est assez intéressant, c'est que les militants du RPRAC, hein, donc ce rassemblement qui lutte actuellement contre la vie chère, il est formellement né en juillet, mais cette mobilisation, elle a pris de court aussi les corps intermédiaires, si je puis dire. Ça a commencé à essaimer là aussi sur les réseaux sociaux, dans la société martiniquaise, dans la société civile martiniquaise fin juin, avant d'appeler à des manifestations fin août. Les protagonistes des luttes sociales habituelles disent clairement à bas bruit qu'ils ont un peu perdu le monopole de l'initiative de l'action collective. Euh, on est finalement dans quelque chose aussi qui ressemble à une mobilisation type gilet jaune. Comment est-ce que vous lisez ce qui est en train de se passer au sein de la société civile martiniquaise? Mais d'abord, si je reviens à 2018, lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, on a été rapidement en contact avec des personnes qui se sont constituées en collectif Gilets jaunes en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. Et ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient du mal à mobiliser parce que beaucoup de personnes étaient déçues de ce qui s'était pas passé en 2009, des non-suites de 2009. Ça, c'est important de le rappeler parce que ça n'aide pas lorsqu'on essuie, entre guillemets, ce qu'on peut considérer comme des échecs après avoir longuement mobilisé. Et puis ça avait été fort et intense, et donc marquant dans les esprits. Et donc ça rend encore plus difficile la lutte. Et peut-être que ça participe à faire ce qui s'est passé aussi ici en Hexagone, c'est-à-dire à accroître la défiance envers les corps intermédiaires dont on pense qu'ils sont nos représentants, en tout cas dans le milieu, alors pas que dans le milieu du travail, on ne va pas réduire les syndicats qu'à ça, parce que souvent ils disent on fait aussi du social, etc. Mais bon, si on va vite, les syndicalistes dans le milieu du travail, les politiques pour la partie représentative et décisionnelle côté Parlement, et puis comme effectivement à cette époque-là, là, je pense que cette défiance, elle accroît depuis 2009. Il y a beaucoup de discours qu'on entend dire au niveau des politiques locaux, en disant en fait, vous êtes élus, mais vous faites rien pour le pays. Mais on qualifie de pays la Martinique ou la Guadeloupe ou autre en parlant de cette manière-là. Et du coup, c'est dire, en fait, puisqu'on vous fait pas confiance et puisqu'on vous a donné les clés, mais que vous ne faites rien selon leur interprétation, eh ben, on va faire nous-mêmes. Et je pense que c'était pareil en 2018, c'est ce qu'on se disait. Et c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas vu venir. Là où je trouve que c'était assez visible sur les réseaux sociaux que ça montait, la température. Et il y a aussi cette
désertion, mais moins aujourd'hui, des espaces numériques, parce que c'est aussi un nouvel, entre guillemets, espace de lutte qui est encore un peu trop négligé à mon sens. Il se passe beaucoup de choses sur ces réseaux sociaux et peut-être que c'est aussi cette veille qui n'est pas souvent faite par les syndicalistes. Ce qui est drôle dans ce que vous dites, c'est que Rodrigue Petitot, qui est un des leaders de ce mouvement, dit le R, qualifie justement la lutte en disant, entre guillemets, on est chez nous. Ça, il y a aussi quelque chose d'une forme de réappropriation. Comment vous lisez ça? Moi, ce que j'entends, on a parlé des béquets, on a parlé du monopole, le fait de pas pouvoir revendiquer sa propre identité aussi. Et ça me fait penser à ce que j'ai lu tout à l'heure rapidement. J'étais pas au courant que la collectivité avait demandé, alors même le fait de demander déjà, je pense que ça pose question, à ce que le créole soit une langue co-officielle du français. Ça a été rejeté. La collectivité territoriale de Martinique a justement indiqué que le créole serait désormais une langue officielle, et le préfet en fait a demandé au tribunal administratif de statuer. Et tout ceci a été cassé hier, justement ce jeudi. C'est ça, et je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple pour moi qui illustre le fait qu'il se positionne comme demandeur systématiquement, revendiquer un droit fondamental, et que c'est épuisant. Donc c'est de dire en fait on est aussi citoyen, on est chez nous, on a des droits. Et je rappelle aussi qu'il y a la loi dite d'égalité réelle, si on veut reparler du lien outre-mer hexagone, sur le fait que cette loi est censée faire en sorte qu'on réduise les écarts de développement entre l'hexagone et les outre-mer. Elle n'est pas du tout respectée. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui démontrent que on a envie de faire sans parce qu'on fait plus confiance. Ça, je retrouve ça. Vous écoutez Douce France par Nora Hamadi sur France Culture. En Martinique, c'est vraiment une exagération au niveau des prix, avec des marges que se font les professionnels de la grande distribution qui sont vraiment phénoménales, quoi. Je veux dire, l'argument, c'est la distance, ok. L'octroi de mer, qui est une taxe qui est imposée aux Antilles pour aider les communes et puis les collectivités. Tout ça a peut-être un lien, mais il y a aussi les marges exagérées des grands distributeurs. Voilà. Et c'est une réalité. Aller faire ses courses, ça ne peut se faire qu'avec une calculatrice et en prenant des précautions. Le prix que je paye à la caisse me surprend à chaque fois, alors que je sais que c'est cher, même si j'ai pris mon temps de calculer, de prendre les choses les moins chères, ça reste quand même impossible. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont choisir entre manger ou donner à manger à leurs enfants, quoi. Et c'est inadmissible. Depuis 2009, en fait, il y avait des boucliers, prix plus bas et tout, mais bon, on n'a jamais senti vraiment qu'il y avait une volonté de la grande distribution de baisser les prix, de manière significative, quoi. C'est vraiment l'impression d'être, selon l'expression, des Français entièrement à part, et pas à part entière, sauf les taxes, les impôts et tout ça, c'est en général égalitaire. Les arguments ne sont pas écoutés. On peut protester, mais ça ne changera rien, quoi. Je veux dire, le chlordécone non-lieu. Le problème de l'eau en Guadeloupe, c'est un scandale, mais c'est pas possible. Il n'y a pas que la Guadeloupe, il y a Mayotte aussi. C'est inadmissible, quoi. Il y a beaucoup de communes et il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'approvisionnement au niveau de l'eau. Alors apparemment, il y a un grand scandale avec la société qui s'occupe de ça. Et c'est pas supportable d'avoir de l'eau un jour sur 3 ou un jour sur 4. Et encore, quand elle coule et qu'elle n'est pas marron, quoi. Quand on voit, dans ce cas-là, le prix des packs d'eau, c'est impossible de s'en sortir. Les écoles sont impactées, les toilettes, les sanitaires, automatiquement, la vie des gens est bouleversée par rapport à ça. Alors, ça fait des années quand même qu'il y a eu ça s'accumule, qu'il y a des désillusions. Alors, il y a le chlordécone, il y a aussi les sargasses qui pourrissent la vie des gens. Il n'y a pas grand-chose qui est fait par rapport à ça. Donc, les côtes les pêcheurs ne peuvent pas aller pêcher. Bon, c'est pas partout, c'est par période, mais il n'empêche que ça reste une réalité. En fait, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui se rajoutent et où on découvre des choses. On a l'impression qu'on a les mains liées, quoi. Alors, il y a des protestations, il y a des associations. On proteste, on va au procès pour s'entendre dire, par exemple, comme le chlordécone, qui a un non-lieu, quoi. Je veux dire, des documents ont été égarés.
Pourtant, c'est une réalité, le chlordécone. Je veux dire, les taux qui explosent aux Antilles, c'est le taux de cancer, le taux de chômage. Bon, les taux qui explosent ne sont pas les plus intéressants. Oui, Donc, le taux de pauvreté. Voilà, donc au bout d'un moment, il y a automatiquement une réaction et tout est quand même soumis à certaines familles. Donc il y a aussi l'histoire, je veux dire, entre la colonisation, l'esclavage, il y a tout ça qui découle parce que les grandes familles qui détiennent tous ces supermarchés-là sont souvent des descendants les béquets, quoi. Non, on n'oublie pas que, je veux dire, la base de la fortune des béquets, c'est quand il y a eu l'esclavage qui a été aboli, ce sont les béquets qui ont été indemnisés parce qu'ils n'avaient plus d'esclaves. Et donc, il y a déjà cette espèce d'hostilité, entre guillemets, mais bon, on vit avec, mais bon, il faut quand même pas exagérer dans le... Là, à partir du moment où vous pouvez plus nourrir vos enfants correctement, même si vous travaillez, que vous avez du mal tous les jours, chaque fois que vous allez faire des courses, au bout d'un moment, ça pète. Ma lecture, elle est simple, il n'y a rien qui m'étonne dans la réaction de l'Hexagone. Parce que j'ai toujours eu l'impression, et je reste sur ça, que en fait, à partir du moment où il y a un mouvement de revendication venant des dom-toms, ce n'est pas pris au sérieux parce que les Antillais, ils ont déjà le soleil, la mer, qu'est-ce qu'ils ont à protester? On leur donne déjà de l'argent pour vivre. Il n'y a aucune raison que les DOM qui sont départements français ne puissent pas bénéficier aussi des mêmes droits. Il y a cette espèce d'hostilité par rapport à ça. On veut éviter de rentrer dans le problème de race, mais il n'empêche que quel que soit, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, tous les chefs de service viennent de l'Hexagone, avec la couleur qu'il faut, parce que pour venir de l'Hexagone, il y en a aussi qui font leurs études, qui travaillent en France, quand ils rentrent, non. D'accord? Tous les chefs de service. Le chef de délégué de la mer, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est un blanc. D'accord? Le préfet, la procureure de la République, je n'ai jamais vu quelqu'un de couleur ici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand en face, on a des gens qui sont sourds, qui ne veulent pas entendre, parce qu'ils ne peuvent pas perdre leur immense privilège, c'est pas possible. On n'a pas le choix, il faut qu'on gagne ce combat-là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, nous dit Jenny. Jenny a 65 ans, elle est retraitée. Elle vit à Sainte-Luce et un grand merci à elle d'avoir témoigné parce que beaucoup n'ont pas souhaité prendre la parole, y compris de manière anonyme, au vu des tensions qu'il y a sur place. Siliane Larcher, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que nous dit Jenny? Finalement, voilà, les Martiniquais, les Antillais, ce sont des citoyens totalement à part et pas à part entière. Et la question de la place de chacun et de cet héritage colonial, il est quand même au centre. Alors, il y a beaucoup de choses, qui ont été dites un peu, bon, de différents registres. Ce sentiment, voilà, de traitement, oui, à part, ce sentiment, d'une forme de discrimination, massive à l'échelle des sociétés, de différenciation injuste, vis-à-vis, du principe officiel d'égalité, il n'est pas nouveau. Ce que j'observe, c'est que là, on a un discours, d'une majorité de Martiniquais qui se concentre autour de la question de la vie chère, qui est aussi un révélateur de la manière dont la société a évolué, sans doute ces 30 dernières années. Le fait que le discours qui naguère, on l'entendait dans les luttes sociales de travailleurs contre un patron assimilé au béquet, aujourd'hui qui s'est déplacé autour des propriétaires de supermarchés, des leaders de la grande distribution qui se trouvent être les membres du même groupe, permet aux Martiniquais d'expliquer leur rapport, leur sentiment d'inégalité fondé sur leur vécu, hein, quand même matériel, avec cette grille historique elle-même qui ne fait que pointer du doigt une réalité de l'impasse dans laquelle se trouvent les sociétés antillaises, que n'a pas dénoué la départementalisation, qui était censée et c'était une voie de décolonisation, en fait, officiellement, à travers les revendications de l'époque. C'était une manière pour les leaders martiniquais et guadeloupéens et réunionnais et guyanais
de trouver une voie par l'inclusion civique pour quitter un régime colonial. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, l'économie martiniquaise, elle est entièrement dépendante de la consommation. Donc, quand la démographie aussi de l'île se transforme, que la population diminue, que la part des fonctionnaires, tout en restant en termes de proportion importante, mais numériquement diminue, puisque la démographie elle-même diminue. Les comportements aussi des consommateurs changent. Quand vous avez une population vieillissante, d'ici les années 2030, on aura plus de 40% des Martiniquais qui ont plus de 60 ans. Ouais, c'est déjà Les la région la comportements plus vieille de France. oui, exactement. Je veux dire, les comportements, les modes de consommation ne sont pas les mêmes. Les gens ne vont pas acheter une voiture à 70 ans. En tout cas, quand ils le font, ils n'achètent pas la même Oui. voiture que lorsqu'ils ont 25 ou 30 ans. Tout ça affecte la possibilité pour ces supermarchés de maintenir leur niveau de bénéfice. On voit Et, bien que c'est une impasse. et le poids de ça est reporté sur le consommateur. Je veux dire quand même quelque chose sur la question des taxes et de Ouais, l'octroi de mer. rapidement. Oui, quand même pour expliquer un point ou deux. Cette question de l'octroi de mer qui est rendue responsable de tous les maux et qui est présentée comme une justification des prix, c'est pour ça que je veux en parler, est un problème compliqué parce qu'en fait, supprimer l'octroi de mer comme l'a fait le président Letchimy ou comme il l'a proposé à la Serge CTM ne Letchimy, va qui est pas effectivement oui, président de Serge la Letchimy collectivité de territoriale la de collectivité Martinique. territoriale de Martinique ne va pas modifier le problème de fond, va même l'aggraver pour la bonne et simple raison que les communes et les collectivités locales utilisent cette taxe qui a un statut un peu ambigu. C'est d'abord une taxe née sous l'Ancien Régime, qui a été supprimée pendant la Révolution, qui est revenue au début du 19e siècle pour la Martinique, puis avant d'être étendue à la Guadeloupe et à la Réunion. Aujourd'hui, l'octroi de mer, on peut dire qu'il coïncide avec une forme de régime fiscal autonome, local, pris en charge par les collectivités publiques. Et il représente une assiette fiscale extrêmement importante pour Ouais. pour les communes et les collectivités locales. Donc, on a les impôts locaux comme en France métropolitaine, et puis vous avez en Martinique, en Guadeloupe, et à La Réunion, c'est cette taxe qui vient, qui porte non seulement sur les importations, mais aussi sur les produits locaux. Donc, c'est une situation extrêmement confuse qui vient renforcer la complexité de la situation, mais qui ne va pas. Qui ne va rien régler. Oui, ça n'est pas l'octroi de mer qui est Ouais. à l'origine du De cette caractère situation. oui, complètement aberrant Ouais. du niveau des prix. Alors, mais Priscilla Ludowski, dans ce que nous disait Jenny, elle parlait du scandale du chlordécone, qui est donc ce pesticide qui a été utilisé aux Antilles, notamment dans les bananeraies, qui a continué d'être utilisé alors qu'il était interdit dans l'Hexagone, à tel point qu'on estime que 95% des sols sont pollués pour 500 ans, que le taux de cancer de la prostate est le plus élevé au monde sur ce territoire. Elle nous parlait aussi de la sargasse, ce sont des algues brunes qui sont aussi extrêmement toxiques, des coupures d'eau, donc on connaît peut-être l'histoire de Mayotte, mais la Guadeloupe est aussi touchée, la Martinique dans une moindre mesure. Vous avez décidé de cofonder un collectif justement autour des questions de lutte sociale et environnementale. Vous avez débuté ce vendredi un colloque au CESE, Conseil économique, social et environnemental, autour de ces questions, avec des délégations qui viennent de tous les territoires d'outre-mer. Pourquoi ces questions sont liées ? Alors, peut-être je peux rebondir sur un point du témoignage pour arriver là très rapidement, parce que c'est important, je trouve, et ça va expliquer aussi pourquoi on organise cet événement ce week-end. Elle a parlé du ministre Barnier, et je pense que tout à l'heure je disais qu'on pouvait remettre en cause sa politique, mais surtout ce qui est important, c'est que quand on crée des politiques, c'est important de savoir d'où on parle et qui on est quand on en parle. Et je pense que
avoir des ministères ou des ministres successifs qui sont nommés, qui ne sont pas originaires des territoires, ou même la manière dont est constitué, organisé le ministère, qui aujourd'hui n'est plus sous tutelle du ministère de l'Intérieur, ça disait aussi autre chose, ça. Mais Il est désormais sous tutelle de Matignon. ouais. Et donc, ça dit quelque chose quand on construit une politique publique sans déjà les personnes qui sont impactées par ces politiques. Donc, ça questionne les méthodes de démocratie participative, ou en tout cas l'absence de démocratie participative, et aussi la question de la représentation, qui est la personne qui représente, qu'est-ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle comprend les complexités du territoire, etc. Donc déjà, je pense que au-delà d'être défiant vis-à-vis des corps intermédiaires et en plus d'avoir des représentations qui sont questionnables, ça n'aide pas à faire que sur le territoire, il y ait des décisions qui soient prises dans le sens de l'intérêt général. Et ensuite, pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que c'est important d'entendre de la bouche des personnes qui vivent le quotidien ce qu'elles pensent qu'il faut améliorer pour s'en sortir. Mais là, ce qu'on entendait dans le témoignage de Jenny, c'est que finalement, la vie chère vient s'additionner. Cette question s'additionne en fait à un ensemble, à un continuum qui est lié à un traitement différencié. On l'entendait, mais les chlordécones, la sargasse, l'eau, enfin, ces questions d'environnement, en fait, elles sont aussi centrales et viennent percuter la question sociale. Oui, j'y arrive. Et on a écrit un livre avec Marie Toussaint sur les violences environnementales en faisant un tour de France, et notamment on parle aussi de la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Marie Toussaint, qui est députée européenne écologiste. Oui, et donc on trouve un point commun dans ces luttes qui sont portées par les personnes dont on raconte les histoires dans ce livre, c'est les verrous institutionnels. Et c'est pour ça que je parle de démocratie et de lien avec les institutions, parce que c'est important qu'on puisse mettre en face de ces verrous les personnes qui sont impactées par les injustices en question. Et le chlordécone, les sargasses, toutes ces violences environnementales, elles ont des impacts économiques, elles ont des impacts sur le quotidien des gens. Et ça, on le raconte et on démontre qu'à chaque fois, la méthode qui est employée, c'est qu'en face, on a une fin de non-recevoir, alors même que tout est démontré. Tout à l'heure, c'était dit, comme quoi on a ces études successives sur le chlordécone qui démontrent les impacts sur la santé, sur l'économie, etc. Pour autant, on a ces verrous en face. Et ça a été quand même reconnu comme maladie professionnelle. Ça a été reconnu comme maladie professionnelle, et certains sont encore en train d'attendre leurs indemnités. On a le collectif des ouvriers agricoles qui milite là-dessus en Martinique. Et on organise cet événement qui est en fait le sommet des luttes, le premier sommet des luttes sociales et environnementales au CESE, parce que c'est une chambre qui se dit chambre citoyenne. C'est la 3e chambre après le Sénat et l'Assemblée nationale, et qu'on avait envie d'être dans un lieu symbolique pour réunir une délégation de 25 personnes qui sont originaires de 7 territoires, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Polynésie, et pour leur donner l'opportunité d'être dans des espaces où ils peuvent prendre du recul et apprendre les uns des autres. Peut-être par ces enseignements, créer des coalitions dans la coalition pour pouvoir avancer beaucoup plus vite, parce que même si un territoire a sa propre spécificité, il y a quand même des angles sur lesquels il est possible de travailler ensemble et d'aller beaucoup plus vite et de se faire beaucoup mieux entendre. Donc mais on voit bien, et c'est ça l'enjeu, j'imagine, de votre collectif, c'est que vous liez lutte sociale et environnementale. Pourquoi? Parce qu'on est dans un continuum et que la question sociale aujourd'hui découle aussi de la question des ressources, de l'exploitation des ressources, et qui exploite la ressource? Bien sûr, en fait, je pense que quand on parle d'écologie, on pense souvent aux petits gestes du quotidien, mais moi, je pense que l'écologie, c'est comment on habite son espace avec les ressources qui sont autour de nous, et encore faut-il qu'on nous enseigne comment faire, qu'on ait accès à ces ressources, qu'on puisse le faire dans le respect du territoire, etc. Ce qui n'est pas le cas quand on parlait de la monoculture en Martinique, en Guadeloupe. Ça contribue à tout ça, puisque ce que ça a causé pour la monoculture de la banane, c'est l'utilisation de ces pesticides, c'est la contamination des sols, c'est la contamination des êtres, enfin du vivant en général, c'est un impact économique aussi, et donc en fait tout est lié. En fait, on ne peut pas traiter les questions sociales et traiter les questions environnementales sans traiter l'autre versant. Alors en Martinique, la colère se traduit en actes, en mouvements sociaux, grèves, blocages, mais elle se traduit aussi et surtout en mots, en poèmes, en romans, en essais. Bonsoir Antoine Dulster. Bonsoir Nora, bonsoir à tous. Dans votre chronique, vous revenez sur cette spécificité martiniquaise. Oui Nora, il y a bien lieu de parler d'une spécificité. Très peu de régions ou de territoires de notre pays
peuvent s'enorgueillir d'avoir donné naissance à tant de grands noms des lettres, de Raphaël Confiant à Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau. On écrit en Martinique d'abord pour dire la réalité crue d'une société travaillée par la mémoire de l'esclavage, les inégalités, une certaine conscience politique articulée évidemment autour de la question raciale. Il faut évidemment citer la grande figure tutélaire des lettres martiniquaises et bien plus que cela, du mouvement politique et littéraire de la négritude, Aimé Césaire. Dans cette archive de 1993, il explique les origines de son ressort poétique. Le patron de l'usine, le grand Becquet, c'était un être presque mythique. Et c'était vraiment le seigneur. Je me suis toujours connu aspirant à autre chose. Mais je crois que la révolte a joué un très grand rôle. Vraiment, le ressort poétique a été d'abord la révolte contre cette médiocrité, contre cette oppression dont je discernais mal les causes, contre cette religion, et tout cela, vraiment, j'avais vraiment besoin de faire sauter un petit peu toute cette carapace, enfin tout cela, j'avais un peu l'impression que j'étais étouffé. En terre martiniquaise, la révolte inspire donc la création poétique et littéraire. Et cette révolte d'Aimé Césaire donne naissance à une génération d'auteurs qui se reconnaissent comme ses héritiers, même s'ils sont souvent critiques de son action politique ou même de son rapport ambigu à la langue créole. Héritier critique, mais héritier tout de même. Écoutez ce qu'en disait Patrick Chamoiseau en 1990. L'existence de Césaire a provoqué une tradition littéraire très, très profonde aux Antilles. Nous avons une poésie très développée. Et beaucoup de générations ont pris Césaire comme modèle pour investir la littérature. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en Martinique, nous avons énormément de poètes. Donc, nous avons utilisé très, très rapidement l'idée de la littérature comme celle d'une arme possible, non seulement contre la colonisation, mais aussi contre le mal de vivre, et aussi comme un outil de connaissance. Donc ça, c'est un acquis. Et puisqu'il est question de lettres martiniquaises et de révolte, il serait impossible de ne pas mentionner ici Frantz Fanon, psychiatre, intellectuel, écrivain et grande figure de la défense des damnés de la terre, avec évidemment une différence de taille avec les auteurs cités précédemment. Avec Fanon, la révolte ne s'incarne pas en terre martiniquaise, elle devient mondiale et vise la libération des peuples colonisés et victimes du racisme. Les nations qui entreprennent une guerre coloniale ne se préoccupent pas de confronter les cultures. La guerre coloniale est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée. L'asservissement, au sens le plus rigoureux de la population autochtone, est la première nécessité. Pour cela, il faut briser ces systèmes de référence. L'expropriation, le dépouillement, la razzia, le meurtre objectif se doublent d'une mise à sac des chaînes culturelles, ou du moins conditionnent cette mise à sac. Voilà, c'était Frantz Fanon dans un court extrait d'une archive de septembre 1956. Il s'exprimait depuis le Congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne, à Paris. Alors, Sylviane Larcher, beaucoup de voix évidemment manquent dans cette trop rapide rétrospective des lettres et de la vie intellectuelle en Martinique, notamment des voix de femmes comme les sœurs Nardal. Mais déjà, est-ce que vous rejoignez ce constat qui est fait par Patrick Chamoiseau, celui d'une révolte qui s'exprime en Martinique d'abord par les poèmes et par les mots ? Oui, en tout cas par la littérature d'une manière historiquement, de façon générale. Et effectivement, je pense que Césaire a ouvert quelque chose. Il a permis aux voix martiniquaises de sortir des lettres, des récits de voyageurs, du regard européen sur les sociétés caribéennes francophones, qu'il s'agisse de la Martinique, de la Guadeloupe et un peu plus loin de Haïti. Et je crois que le rapport à la langue, en tout cas, je crois que la critique politique chez de nombreux intellectuels martiniquais, elle est d'abord passée par un rapport à la langue, à l'écrit, à la contestation du pouvoir français dans l'île. Et personnellement, j'ai moi-même été très influencée par tous ces auteurs quand j'étais adolescente. Mais j'ai envie de rebondir sur le dernier passage qu'on a entendu de Fanon, qui, s'il ne s'est pas penché longuement sur la situation martiniquaise, à part dans Peau noire, masque blanc, je trouve que ce que vous avez choisi comme extrait est particulièrement parlant de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Fanon pointe le lien entre le commerce, la dimension économique de la colonisation et la suggestion politique qui marque le lien entre des territoires colonisés et des métropoles. Le fait que les sociétés antillaises aujourd'hui soient confrontées au problème fondamental de l'organisation de leurs économies internes à travers la question de la consommation, donc du rapport privilégié à la consommation et au lien entre importation et exportation, nous met dans une configuration contemporaine nous met face, sous un jour contemporain, face à ce problème. Le problème des transformations du colonialisme français en plein XXIe siècle, dans des territoires officiellement départements, mais dans lesquels un type d'économie directement héritée du colonialisme continue d'être profondément active. Priscilla Ludowski, ces grandes figures de la vie des lettres ont vécu en Martinique, mais elles l'ont aussi bien souvent quitté, y compris Aimé Césaire pendant quelques années, pendant sa jeunesse, pour faire ses études. Est-ce que la conscience des violences et des inégalités aux Antilles est un élément important dans la conscience politique de la communauté antillaise, y compris celle établie dans l'Hexagone ? Je pense d'abord que... Alors, si on parle de l'Hexagone, je dirais pas suffisamment, parce que pas nécessairement enseigné comme ça aurait pu l'être ici dans les écoles, dans les universités, peut-être plus dans les universités, dans certains cursus, mais moins avant, lorsque on est au lycée ou autre, il n'y a pas vraiment cette conscientisation et cette participation à comprendre les cultures. Déjà parce que quand on est dans un pays où il y a plusieurs cultures, je pense que c'est important de comprendre où on vit, c'est quoi le contexte historique, et ensuite de peut-être balayer on va dire, les plus grandes cultures présentes pour comprendre comment coexister entre cultures et ensuite comprendre aussi d'où on vient, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est transmis, en tout cas pas de manière pédagogique dans le foyer, pas toujours. Ça dépend comment on est outillé dans son foyer. Je pense que donc à niveau hexagonal c'est différent et je trouve que le travail est d'autant plus difficile, ou peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il est d'autant plus difficile de se conscientiser sur ces questions-là lorsqu'on est né ou qu'on a fait son cursus scolaire en hexagone. Peut-être que la conscience est beaucoup plus forte lorsqu'on est dans les territoires et qu'on y vit et qu'on a la chance d'avoir peut-être plus d'outils pour pouvoir se rendre compte d'une certaine réalité. Mais ce que je trouve assez, je ne sais pas si triste c'est le bon mot, mais en tout cas, le discours est passé, mais pas si passé. Je trouve qu'on peut encore, malheureusement aujourd'hui, lire un discours de ce type et le porter... en tout cas, le transposer à l'actualité d'aujourd'hui, malheureusement. Mais Sylviane Larcher, on voit que ces questions de colonialité, décolonialité s'invitent de plus en plus, notamment aux Antilles, en Martinique, a fortiori, ces dernières années, autour des questions de déboulonnage de statut, du rapport aussi à l'Hexagone. Là, ça a été réveillé dernièrement dans le cadre des manifestations, car Paris a décidé d'envoyer ce qu'on appelle la CRS 8, c'est-à-dire une compagnie de sécurité républicaine d'élite qui a été créée en 2021 justement pour gérer les questions des meutes urbaines, ce qui n'était pas arrivé depuis décembre 1959. Un événement qualifié de décembre noir sur place parce que 3 jeunes gens ont été tués dans des affrontements avec la police et depuis, il avait été convenu qu'aucune compagnie de CRS ne serait envoyée sur l'île, ce qui conduit aujourd'hui beaucoup d'élus sur place à dire mais nous ne sommes pas dans un état de guerre civile et il y a quelque chose comme une forme de rupture depuis 1959. Il y a quelque chose de ce réveil-là qui est en cours en ce moment? Alors, je réponds à votre question, mais je vais quand même rebondir sur l'évocation des 3 auteurs que nous avons mentionnés, Césaire, Fanon. Je rajouterai Glissant à Chamoiseau. Et il faut être clair, le trait commun de ces penseurs n'est certainement pas de penser la Martinique comme étant une province française, dans une volonté d'établir un alignement avec une norme hexagonale française et une réalité socio-historique, politique, j'ai envie de dire anthropologique,
caribéenne, martiniquaise, dans un ensemble plus vaste qui est celui des Amériques. On a là, et je ne suis pas personnellement, en tant que chercheuse, je ne me retrouve pas beaucoup dans le discours sur le décolonial, qui me semble mêler plein de choses de registres divers, mais peu importe. On a là une authentique pensée anticoloniale francophone qui adresse le problème du colonialisme français, de ses transformations, de sa reconfiguration. Le problème qu'on a aujourd'hui n'est qu'une énième péripétie dans cette histoire extrêmement ancienne. Et quand vous évoquez 1959, alors à ce moment-là, on n'était pas dans des revendications anticoloniales proprement dites. Il se trouve que la répression des revendications sociales de la jeunesse martiniquaise avait suscité l'émotion tant dans la classe politique que parmi les militants émergents, hein, il faut quand même le dire, de l'anticolonialisme martiniquais au milieu des années 50. Tout ça a laissé une tradition, une pensée critique martiniquaise du pouvoir de l'État en France, en Martinique, pardon, de l'État français en Martinique, une manière aussi de vouloir penser l'articulation entre l'accès aux droits sociaux et, oui, l'autonomie politique, qui est toujours un débat encore en Martinique, avec des divergences en fonction des positions des uns et des autres. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas très nouveau. C'est juste la forme qui a changé. Et le fait que ça se répète, à mon sens, n'est que le révélateur des difficultés tant des élites martiniquaises et puis aussi des luttes sociales martiniquaises à trouver une voie pour sortir d'une impasse dans laquelle nous sommes depuis maintenant 40 ans, pour à la fois trouver des voies d'autonomisation locale et puis oui, amorcer une possibilité d'un type de relation à la France qui soit décolonisée. Et j'ai l'impression que ce qui est spécifique au moment présent, c'est la difficulté en France de pouvoir affronter réellement ce que peut être une décolonisation. Et l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, des répressions extrêmement violentes auxquelles on a assisté ces derniers mois, ne fait que donner à penser l'incapacité des autorités françaises à décoloniser des territoires anciennement colonisés et à imaginer un type de relation qui ne soit pas que de relation de tutelle. Oui. Mais Priscilla Ludowski, justement, vous qui étiez au cœur du mouvement des Gilets jaunes, on se souvient de la question de la répression qui avait été aussi absolument centrale. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, ces débats autour de la répression policière, de la manière aussi dont la Martinique est aussi un territoire qui est particulièrement armé, avec des jeunes qui se sont rendus coupables aussi d'avoir tiré à balles réelles sur les forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça dit aussi peut-être d'une forme d'horizon bouché pour une partie de la jeunesse martiniquaise? Je pense que d'abord sur les questions de mobilisation sociale dans les territoires, il y a un traitement qui est, alors peut-être peut-être moins vrai ces dernières années, mais il y a un traitement différencié où on a tendance pour étouffer rapidement la mobilisation, délocaliser les dossiers très rapidement pour isoler les personnes qui sont mobilisatrices. Alors on pourrait dire que c'est une méthode qui se fait à peu près partout et que quand on est dans un département qui se situe très proche de l'endroit où on souhaite, duquel on souhaite nous détacher, quand c'est en hexagone, ça paraît moins loin, mais quand on doit faire 8000 km pour pouvoir... quand on est déporté, entre guillemets, à 8000 km pour pouvoir être empêché dans son action de mobilisation, on sent qu'il y a quand même un traitement différencié. Quand on voit que localement, quand on discute avec des militants qui se mobilisent, ils sont très, très harcelés par les forces de l'ordre, par la justice, et que c'est compliqué pour eux de pouvoir militer et de pouvoir se mobiliser sans qu'ils soient constamment mis en difficulté. Et si on a l'impression que c'est un schéma classique, ce qu'on entend, c'est que c'est exacerbé dans ces territoires-là. Donc c'est souvent dénoncé et le risque est d'autant plus grand. Et l'impression que ça donne, c'est qu'il y a une question peut-être de discrimination. C'est souvent questionné. La discrimination et le traitement des forces de l'ordre vis-à-vis de la population, quand bien même on a des personnes
racisés au sein des forces de l'ordre, parce qu'il y a, Ouais. il y a une question de méthode structurelle qui est mise en place pour faire que les choses soient faites de cette manière-là. Bon, de toute façon, on arrive au bout de cette émission et on reviendra sur la question de la Martinique, des Antilles et plus largement des territoires d'outre-mer. Merci. Oui, vous pouvez donner rendez-vous, évidemment. Priscilla, on vous retrouve demain au CESE pour la suite en fait, de ce que vous faites avec votre collectif. Je rappelle le collectif des luttes sociales et environnementales qui met en lumière donc toutes ces luttes dans les territoires ultramarins. Merci à vous d'avoir été avec nous. Signal Narché, merci à vous d'avoir pris le temps depuis la banlieue de Chicago, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Vanessa Nadjar qui l'a réalisée. À la technique, c'était Grégory Vallon.